Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi les séries HBO sont les seules à avoir de la gueule et plus précisément les séries de fantasy? Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de pourquoi l'univers Game of Thrones d'HBO est le seul à ressembler à quelque chose de correct en termes de fantasy. C'est le seul univers qui a de la gueule dans le monde de la télévision, littéralement de l'histoire de la télé. Pourquoi est-ce que HBO écrase littéralement Amazon avec les Anneaux de pouvoir, La Roue du Temps, qui a été annulée certes, mais qui a quand même 3 saisons, The Witcher côté Netflix et plein d'autres œuvres de fantasy comme One Piece ou même, je sais pas, Shadow and Bone. C'est un débat intéressant car HBO va aussi se lancer dans la fantasy hors Game of Thrones. Ils ont acheté les droits de Donjons et Dragons et la suite de Baldur's Gate 3. On va voir s'ils vont réussir cet univers-là aussi. Mais pour l'instant, la différence de qualité entre toutes ces œuvres est majeure. Et on a l'impression que c'est lié à la plateforme avant tout. Et peu importe ce que vous pensez de Game of Thrones, de toutes ces saisons, des spin-offs, des Anneaux de pouvoir, de The Witcher, on va essayer d'être objectif et comprendre pourquoi Game of Thrones est supérieur. Et évidemment, je ne vais pas du tout spoiler. Il faut parler de tout ça. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutien de la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VESTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà le film Prise au piège ou A Big Bold Beautiful Journey. Sur Disney+, vous avez Predator, Rental Family ou Tronares. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Et si vous avez HBO via un abonnement Canal, connectez-vous avec votre compte Canal sur HBO Max. Vous allez avoir Smashing Machine ou une bataille après l'autre. Et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement sur toutes les plateformes de streaming en fonction du pays. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un abonnement en Roumanie, Bulgarie parce que c'est simple, c'est l'Union Européenne. Il y a plein de tutos qui vous disent encore comment faire. Et ça marche de réduire les prix sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Vous le savez, certains sites internet vous demandent une carte d'identité pour y accéder, mais vous n'avez pas envie de faire ça car vous avez juste envie de vous timoter le Chalamet en paix. Donc utilisez un VPN, de même quand vous regardez certains films. Parfois, vous les regardez d'une manière un peu spéciale et vous avez envie d'être en sécurité. Avec un VPN, c'est nickel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Le premier aspect de pourquoi Game of Thrones a de la gueule contrairement aux autres séries est évidemment l'aspect visuel. Oui, Game of Thrones ressemble à quelque chose et on va parler de la série de base pour l'instant. Ils ont littéralement construit énormément de décors différents pour les nombreux lieux de Westeros, des vrais décors physiques et surtout palpables. On a vraiment l'impression que les acteurs peuvent les toucher, ils interagissent d'ailleurs assez régulièrement avec, et nous aussi en tant que spectateurs, on se dit que oui, ça existe. À aucun moment on se dit que c'est fake, que ça passe pas. Chaque saison de Game of Thrones, on y croit de A à Z et c'est impressionnant parce que réussir à créer un monde de fantasy qui donne l'impression aux spectateurs d'exister est extrêmement compliqué. Et pourquoi ils ont réussi à faire ça? Pour moi, la réponse, elle est simple. La chose la plus fantastique dans les séries de fantasy, c'est le vrai monde. Parce que le vrai monde, en réalité, il est magnifique, il est beau. Oui, la Terre est magnifique. La Terre peut ressembler à de la fantasy. Et c'est pour ça que Game of Thrones, durant certaines saisons, tournait dans 4 pays différents. C'est extrêmement rare pour une série télé, même une série télé à gros budget. En général, c'est un pays, parfois 2. C'est majoritairement des studios, ce genre de choses. Mais là, c'est 4 pays différents par saison. Parfois, c'est des déserts, des plages, des villes, des châteaux, des plaines, des montagnes. Ils sont allés tellement partout pour filmer Game of Thrones et ça crée une sensation de réel. Pourquoi ? Car ça existe, tout simplement. C'est réel, c'est vrai. Les effets spéciaux sont importants, c'est vrai. En fait, les environnements étaient clairement améliorés avec des CGI. Mais il y avait rarement du full CGI dans Game of Thrones. Alors, il y en avait. Attention, je dis pas qu'il n'y en avait pas du tout. Il y en avait, mais quand vous regardez King's Landing, c'était littéralement Dubrovnik en Croatie avec des éléments en plus, quoi. Et ça donne un truc qui fait authentique, qui fait qu'on a l'impression que ça existe. De l'autre côté, oui, les Anneaux de pouvoir, c'est très bien en termes de CGI. Sur la technique, ils ont plus de 9500 plans CGI pour la première saison des Anneaux de pouvoir. C'est énormissime, c'est 20 studios différents d'effets spéciaux qui bossent sur les Anneaux de pouvoir. C'est 1500 artistes, bref, c'est énorme. Mais justement, ça faisait trop faux car c'était trop de CGI. Ils en abusaient et c'est trop beau, c'est trop propre. Vous vous dites, mais attends, Reg, c'est n'importe quoi ce que tu dis, ça peut pas être trop propre et trop beau. Si, littéralement, si, quand c'est trop propre, trop lisse, trop beau,
en fait, on n'a pas l'impression que c'est réel, parce que la vraie vie, elle est pas belle, elle est pas parfaite, elle est pas lisse, limpide et tout. Non, en fait, il faut un peu de saleté, il faut un peu de choses qui sont moins clean de manière générale pour qu'on y croit. Et vous allez me dire, non, mais le Seigneur des Anneaux, censé être de la high fantasy, censé être propre et beau, d'accord, mais vous pouvez faire du beau et en même temps du réaliste. Exemple, hein, la trilogie de Peter Jackson. La trilogie de Peter Jackson était très belle, mais elle était ancrée dans quelque chose qui existait. La Nouvelle-Zélande, c'était amélioré ensuite par des CGI, des maquettes et ce genre de choses. Et parfois, une maquette donne plus l'impression que quelque chose existe plutôt que des effets full CGI. Et ça, c'était un peu le problème des Anneaux de pouvoir parce que oui, ils ont filmé pas mal en extérieur, alors pas toujours, hein. Attention, parce que là où le Seigneur des Anneaux c'était majoritairement en extérieur, entre guillemets, là les Anneaux de pouvoir c'était un peu compliqué, parfois c'était en extérieur, parfois c'était en studio, et il y avait un mélange des deux aussi parfois, mais c'était pas du tout la majorité du temps, parce que c'est bien plus dur d'être en extérieur, tu contrôles pas la météo, il y a plein de choses que tu contrôles pas de manière générale, mais c'était pas basé sur ça contrairement au film, et forcément ça fait plus faux quoi. Et il y a un flou aussi, même si c'est en extérieur, parfois il y a un flou qui est tellement fort qu'on dirait que c'est un studio, on dirait que c'est un fond vert, et ça n'aide pas. The Witcher, la roue du temps, bah c'est pareil, hein, c'était majoritairement du studio. Je crois que The Witcher, la roue du temps, ils ont quasiment jamais filmé en extérieur ou très très peu. En tout cas, The Witcher, c'est sûr qu'ils ont pas beaucoup filmé en extérieur. Pourtant, bah, il y avait beaucoup de scènes d'extérieur, mais c'était majoritairement du studio, des fonds verts. Donc ça n'aide pas le côté réaliste de la chose. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on n'y est pas quoi. On n'est pas dedans, on n'y croit pas à aucun moment. En fait, c'est mieux de prendre littéralement un décor qui existe de la vraie vie et de dire aux spectateurs, bon bah voilà, cette forêt en Allemagne, j'en sais rien, c'est littéralement Westeros et puis basta. Les gens y croient. Là, ils font des effets de malade à droite à gauche et tout pour que les gens n'y croient pas et c'est dommage. Ils étaient trop dépendants des effets spéciaux de manière générale plutôt que d'aller sur place, d'améliorer avec des effets spéciaux, d'être un peu plus ingénieux. Certes avec moins de contrôle, mais au moins t'avais un truc qui était plus immersif et les gens y croyaient. Alors ça veut pas dire qu'il y avait aucune scène en extérieur, attention encore une fois, mais bon, quand t'as pas l'habitude de tourner en extérieur, c'est plus dur, t'as pas l'esthétique qu'il faut, et des Game of Thrones, bah, ils ont maîtrisé car ils ont tourné dans tellement d'endroits différents, que ce soit en Irlande, au Royaume-Uni de manière générale, ils étaient au Maroc, je crois à certains moments, en Croatie évidemment, bref, ils sont allés partout pour filmer dans les meilleurs endroits possible pour leur œuvre. Chaque lieu était utilisé d'ailleurs tout le long, hein. Il y a des scènes iconiques qui sont là depuis la saison 1 jusqu'à la saison 8, qui reviennent dans des spin-offs et tout. Grâce au travail sur la lumière, grâce au travail sur les décors et tout, que tu changes un petit peu, chaque scène, chaque moment était un peu ravivé. On avait l'impression d'être dans de nouveaux endroits, à un nouveau moment. Je veux dire, la salle du trône dans Game of Thrones, c'était pas toujours la même ambiance. Il y avait des choses différentes et marquantes aussi grâce à ce travail de production design de manière générale. Et c'est ça qui est bon, c'est que tu peux prendre un décor que tu construis une fois, l'utiliser pendant 8 saisons, et si tu fais un travail sur l'éclairage, sur la manière dont tu filmes, sur littéralement tout, un peu la disposition des meubles, bah en fait, t'y crois et t'es à fond dedans. Et les autres séries n'avaient vraiment pas beaucoup de décors qui se répétaient. Là, au Game of Thrones, vu que c'était quasiment que des débats politiques dans des châteaux, bah c'était les mêmes châteaux, les mêmes décors en boucle, et du coup, bah tu les connaissais, tu t'habituais, t'étais à fond. Le Seigneur des Anneaux, The Witcher, en fait, il n'y a pas d'endroit culte dans ces séries-là. Il n'y a pas d'endroit où tu dis, ok, ça, c'est Westeros et c'est King's Landing, ça, c'est le Nord, ça, c'est Dorne, ce genre de choses. Ça n'existait quasiment pas et forcément, tu es moins dedans à cause de ça. Il y a moins de world building parce que les décors se répétaient moins et quand ils se répétaient, bah, c'était en général pas très bien fait ou assez plat d'un point de vue visuel, quoi. Donc, ça aide d'utiliser les mêmes décors en boucle, mais de modifier un petit peu, surtout sur 8 saisons, évidemment, voire plus avec les spin-offs. Il y a des créatures un peu partout, hein. Je veux dire, il y a des dragons, il y a des monstres, il y a de la magie dans toutes les séries, hein. Mais il y a beaucoup aussi d'humanoïdes. Donc, pour beaucoup de ces séries-là, c'était des gens en costume, ce qui est beaucoup moins cher que des effets spéciaux. Mais la vérité est que Game of Thrones, avant quelques grosses saisons, genre la 5, la 6 et 7-8, il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux sur des gros trucs. Il y avait des effets spéciaux, bien sûr, évidemment. C'est des saisons qui coûtaient cher à l'époque, hein, mais il y avait peu de dragons. Et le dragon, il le montrait le moins possible. À chaque fois qu'il y avait un dragon, bah fallait économiser pendant des épisodes. C'était galère et tout, on n'y croyait vraiment pas. Je veux dire, les dragons de Game of Thrones, c'est les premiers vrais dragons qui avaient de la gueule. Rappelez-vous le dragon dans The Witcher, s'il vous plaît, quelle catastrophe, quoi. Là, dans Game of Thrones, il y en avait certes pas beaucoup, il y en avait de plus en plus à la fin, évidemment, mais même à la fin, hein, il n'y avait pas beaucoup de scènes avec les dragons en soi par rapport à la série. Là où forcément, bah, les Anneaux de pouvoir, ça balance des monstres à droite à gauche, The Witcher aussi un petit peu, mais ils font quand même des économies, ils essayent, et je pense que ça joue d'avoir des gens en costume plutôt, d'avoir le moins d'effets spéciaux majeurs possible, le moins de créatures possible, parce que comme ça au moins tu crées une situation où littéralement, bah, tu peux te concentrer sur d'autres aspects qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont plus impactants que les effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est bien, hein, je dis pas, hein, c'est bien d'avoir des séries à gros budget et tout, mais il faut un équilibre, et Game of Thrones avait un super équilibre, peut-être par contrainte financière, d'accord, très bien, mais les moins bonnes saisons sont celles où il y a le plus d'effets spéciaux aussi, et ça joue, c'est pas qu'un problème d'effets spéciaux évidemment, mais ça joue parfois avoir moins
c'est plus. Et pour être honnête, House of the Dragon souffre un petit peu de ça, quoi. Souffre de la dépendance sur les dragons, c'est normal, c'est l'histoire, et HBO était confiant de raconter cette histoire maintenant qu'ils avaient plus d'argent et qu'ils allaient investir. Mais il y a trop une dépendance sur les effets spéciaux, sur les dragons, et la série n'est pas du tout faite avec la même mentalité. Maintenant, ils avaient de la thune, ils se sont dit, ok, au lieu de se faire chier à aller dans des endroits précis, spécifiques et tout, on va utiliser des effets spéciaux, il y aura beaucoup moins de décors réels, et même les décors qui étaient réels ressemblent déjà trop à Game of Thrones, mais sans l'esthétique qui allait avec, beaucoup de gris. Malheureusement, le concept n'était pas aussi bien réapproprié par rapport à la série de base. C'était beaucoup moins palpable, mais si ça reste bien, hein, attention, mais c'était beaucoup moins bien que Game of Thrones parce que justement, il y a une baisse évidente de la qualité car trop d'effets spéciaux, fallait réduire le budget à droite à gauche, la photographie était moins intéressante, c'est trop gris pour ce que c'est aussi, c'est un peu décevant de ce point de vue-là. Là où A Knight of the Seven Kingdoms, qui a moins d'argent, qui est du coup moins dépendant des effets spéciaux, bah du coup dépense de l'argent dans des figurants, dans des gros décors. Alors oui, toute la saison 1 c'est dans un seul village, mais putain le village on y croit quoi, avec les décors, avec la production design, avec tout ce qui va avec. Donc c'est hyper important de savoir équilibrer les choses, et ça ne vaut pas le coup d'avoir quelques grosses séquences de dragons ou de magie ou de ce que vous voulez dans n'importe quelle série de fantasy si le reste ne va pas. Je veux dire, le dragon c'est bonus, ce qui intéresse les gens c'est le scénario, c'est les personnages, c'est pas l'action. L'action c'est un truc en plus, un petit kiff, donc c'est mieux parfois de sacrifier des grosses séquences d'effets spéciaux au profit d'une meilleure histoire, plus intime, comme par exemple l'histoire de Dunk and Egg. Et la photographie est importante parce que Game of Thrones ont toujours embauché des gens talentueux, des professionnels du cinéma, ils ont toujours filmé avec des caméras numériques, mais t'as l'impression que c'est la pellicule, t'as cette impression un peu old school, je trouve à la série, vraiment palpable avec du grain et tout, alors qu'il n'y en a pas vraiment, hein, mais t'as l'impression qu'il y en a, là où les autres séries, elles font trop numérique, elles font trop lisse, et ça c'est un problème. L'éclairage aussi de Game of Thrones est trop important parce que c'est l'éclairage lumière naturelle, et ça c'est fou. Car tout le long, c'est ou le soleil ou quelques bougies à droite à gauche qui éclairent la scène, ce qui donne une impression d'avoir une série bien plus palpable. On y croit encore plus. Ça crée une sensation de réalisme, d'après moi, qui est hyper importante. Ça donne un côté un peu baroque à la chose, film d'époque, de l'Hollywood d'antan, et je trouve que ça cartonne. Oui, les anneaux de pouvoir, la roue du temps, ont souvent des visuels qui sont très bien, d'un point de vue technique encore une fois, c'est des artistes d'effets spéciaux talentueux, c'est des gens qui font des séries aussi de manière très talentueuse, mais c'est trop plastique. En fait, on n'y croit pas trop, quoi. C'est trop parfait, c'est trop monochromatique en termes d'éclairage, c'est trop éclairé, il y a peu de contraste, ça met moins en avant le travail sur les décors, sur les costumes, tout est trop numérique et lisse. Là où Game of Thrones, en fait, se la pète un petit peu. Vu qu'ils ont dépensé des millions sur des costumes, des décors, bah, ils en profitent. Là où le Seigneur des Anneaux, ils font les décors et ils sont même pas intéressés par le monde, le world building, parce que le world building, il passe aussi par les décors, la manière dont on les filme, et du coup, bah, ça donne une impression de faux. The Witcher, par exemple, a un autre problème, hein, c'est que même si ça commençait plutôt bien avec une sorte d'identité, bah, la série est devenue trop générique au fur et à mesure, a perdu un peu son âme, a perdu un peu la gueule qu'elle avait en saison 1 et peut-être un petit peu en saison 2, et ça ressemblait à toutes les autres séries de fantasy à bas budget ou moyen budget. Et je vous jure, hein, si je fais un blind test de plusieurs séries, Les Anneaux de Pouvoir, La Roue du Temps et The Witcher, et je vous mets des personnages secondaires, vous n'êtes pas capable de me dire de quelle série provient le personnage en question. Cependant, si je vous fais un blind test des séries Game of Thrones, vous pouvez me dire avec certitude, mais sans aucune hésitation, que tel personnage vient de l'univers HBO Game of Thrones, tellement il y avait un travail sur ses costumes, sur la gueule, sur le maquillage et tout, et ça, c'est fou. Si on fait le test, allez rapidement, je vous mets une image pour ceux qui regardent la vidéo. Regardez ça, ça c'est quelle série? Non mais sans déconner, si vous avez vu la série, ça aide, mais c'est quelle série ça, pour le coup? Ça, c'est quelle série? Est-ce que vous êtes capable de deviner, de faire la différence entre les trois qui sont pas Game of Thrones? Est-ce que là, vous devinez? Non, je sais pas. Alors pour ceux qui se posent la question, la première c'était Les Anneaux de Pouvoir, la deuxième c'était The Witcher, et la troisième c'était donc La Roue du Temps. Et ça on pourrait le faire avec plein d'autres œuvres de fantasy comme ça. Mais si je vous montre Game of Thrones, les costumes, vous regardez un mec secondaire de Game of Thrones, vous ignorez le Ned Stark qui est juste là, pour remarquer la différence presque instantanément. Et c'est pas pour rien. Et les gens vont dire, non mais Game of Thrones, c'est de la fantasy, dark et tout, c'est moins difficile à faire parce que c'est plus réaliste et on y croit. Non, ça marche pas, parce qu'encore une fois, le Seigneur des Anneaux existe. Et ça a la gueule, pourtant c'est live fantasy, c'est beau. Le Hobbit avait le même problème, encore une fois. Oui, les costumes étaient bien, mais la photographie, la manière dont c'était géré, le côté soap opéra, plastique et tout, ça faisait du mal. Et House of the Dragon, c'est entre les deux, quoi. Et je pense que le vrai souci de House of the Dragon, c'est pas les costumes, les décors, mais c'est la manière dont ils sont éclairés, la manière dont ils sont montrés, beaucoup plus de gris, l'étalonnage est complètement différent, il y a un travail évident, mais malheureusement, je trouve que c'est juste gâché par des choix de style avant tout. Et il y a une grosse dépendance sur le volume et le studio, surtout pour les passages en dragon évidemment, et pas que. Donc ça fait bien plus faux.
Alors encore une fois, House of Dragon, ça a souffert du Covid, ça a souffert de la grève des scénaristes, mais tout de même, j'ai hâte de voir la saison 3, voir si elle est pas plus grise que les autres, mais vu la bande-annonce, elle a l'air très très grise. Parce que oui, les costumes, c'est important. Il y a des artisans spécialistes, des costumes sales qui donnent l'impression d'être portés, mais depuis des années, et on le ressent. C'est pas en mettant quelques petites touches de saleté et tout qu'on a l'impression que c'est porté depuis des années, quoi. Quand tu vois Aragorn la première fois, tu dis, ok, bah ce costume, il le porte depuis littéralement des décennies. Quand tu regardes les Anneaux de pouvoir, bah les costumes ils sont trop beaux quoi. Peu importe la saleté, les couleurs que tu mets dessus, on dirait pas qu'ils étaient portés depuis super longtemps quoi. Trop propre, trop cosplay, trop parfait, on n'y croit pas quoi. Et bah faut dire aussi les choses, hein. HBO a l'expérience. HBO c'est des grandes séries majeures historiques et l'historique et la fantasy bah ça se rapproche mine de rien en termes de budget, en termes de décors et Rome était un bon exemple. Alors Rome il y a eu des soucis, les décors ont brûlé littéralement, donc ça a fait énormément de problèmes et ils ont annulé la série assez vite, mais Rome, c'est l'exemple parfait quoi. Rome a donné l'expérience à HBO de faire de grandes séries historiques épiques, et bah Game of Thrones, ça se rapproche beaucoup de l'historique, surtout avec des séries comme A Night of the Seven Kingdoms, mais sans la magie, c'est très très historique. Game of Thrones, ça pourrait être le Royaume-Uni, par exemple, ou l'Europe de manière générale, ou le Maghreb, ou la Méditerranée, quoi, disons. Et en même temps, bah, HBO, c'est la Warner. Et la Warner, c'est des ressources énormissimes, un siècle d'expérience, et forcément, ça aide. Et puis, bah, HBO, ils y vont à fond. Hein. Quand ils font des batailles, ils construisent des navires. Alors, ils font pas toujours exploser les navires, hein, mais ils construisent des vrais trucs, des vraies armures. Il y a des vrais cascadeurs qui sont mis en feu. Il y a des vrais chevaux qui sont là, avec des chorégraphies de bataille et tout. Ils font des vraies grosses batailles avec énormément de personnes, énormément de dangers, des grosses séquences. Même saison 1, saison 2. Hein. On parle pas des saisons 7 et 8. Hein. Dès le début, ils tentaient des choses qui étaient dangereuses, rare à voir de manière générale à la télévision, et même s'il y avait beaucoup de CGI, on y croyait quoi, on y croyait de A à Z, ce qui n'est pas le cas des autres séries malheureusement quoi. Et il y a un truc qui est évident, qui joue énormément, c'est l'acting. Je veux dire, Game of Thrones, en termes de casting, on est sur l'une des séries les mieux castées de l'histoire quoi. Les acteurs choisis de l'univers sont tous parfaits, ou presque, disons. Ils jouent des personnages charismatiques, engageants, pour le bien ou pour le pire, et surtout mémorables. C'est un mélange d'une excellente écriture. Alors forcément, vu que le mec bosse sur le projet, George R. R. Martin qui était là, il a chapeauté le plus possible. Ça aide, bien sûr, il est avec des scénaristes, hein, mais il est là derrière en tant que consultant, il connaît son univers, il a bien construit. Cela crée des personnages qui sont évidemment complexes, qui sont marquants. Vu qu'il travaille sur chaque projet, bah forcément il peut être consultant comme il faut, sauf dans House of Dragon où il a été un peu écarté malheureusement. La loyauté au livre aide parce que lui il a passé des décennies à écrire ses bouquins, là où bah, un scénariste il a une année pour faire une série et ça va très très vite, donc forcément c'est compliqué, mais lui il est là pour chapeauter. Bon bah la roue du temps, le Seigneur des Anneaux, il n'y a personne pour chapeauter, c'est vrai. Du coup, ils prennent le matériau de base et ils adaptent comme ils peuvent. Et on l'a vu, House of Dragon et même Game of Thrones, quand il n'y avait plus Martin derrière parce qu'il n'avait pas fini les bouquins, c'était moins bien, c'est vrai. Donc forcément, ça aide. Surtout en termes d'alchimie aussi, c'est important parce que le scénario est bien, mais les acteurs ils jouent énormément dessus. Je veux dire, les choses qu'on adorait dans Game of Thrones et qu'on a maintenant avec Dunk and Egg dans Night of the Seven Kingdoms, c'est les duos. Les duos étaient trop bien avec, je sais pas, Arya et le Hound, Jaime et Brienne, Tyrion et tous les gens qu'ils rencontraient au fil de ces aventures et tout. Bref, c'était toujours trop bien. Et le cœur de ces séries-là a toujours été les relations entre les personnages avant tout. On aime la politique, on aime les trahisons, on aime l'histoire, quoi. C'est ça qui était bien. Alors le reste, c'est bonus, ça a de la gueule, bien sûr, mais avant tout, il faut que ce soit bien écrit. Et les acteurs, bah, ils sont au cœur de ça. Parce que parfois, l'écriture, elle est bien, mais il faut un acteur qui arrive à porter ça, quoi. Et vous allez dire que je dis n'importe quoi, mais les showrunners talentueux, c'est important aussi. Qu'on aime ou pas David et Benioff, ok, ils ont peut-être foiré les dernières saisons, c'est pas aussi bien, même si moi je trouve que ça reste très très ok hein, pour le coup. Oui, gérer 4 saisons d'adaptation et 4 saisons d'originalité à un rythme aussi rapide, en quoi 10 ans, même pas 9 ans, Game of Thrones, ils ont réussi à faire 8 saisons, c'est extrêmement impressionnant, certes avec et sans George R. R. Martin, et le fait d'avoir les mêmes showrunners pendant 8 saisons, donc une décennie entière pour une série, c'est extrêmement rare dans le monde des séries, ça se fait quasiment jamais. Qu'on aime ou pas la fin, c'est quasiment un miracle, c'est rare qu'ils soient présents tout le long, et surtout, la vérité est que ils étaient respectés quoi. Ils étaient respectés, ils étaient aimés, les gens les appréciaient, ils avaient un vrai leadership et ils s'entendaient super bien avec HBO, ils étaient solides, motivés, c'était des bosseurs. La fin, encore une fois, on peut être déçu, il n'y a aucun problème, hein. Mais disons les choses, avoir des showrunners comme ça pendant 10 ans, c'est hyper important. De l'autre côté, bah parfois, oui, les showrunners de Rings of Power, ils n'étaient pas aussi impliqués, aussi motivés,
pas aussi à fond dedans, parfois ils changent, comme dans House of Dragon, hein. House of Dragon ils ont changé aussi par exemple. The Witcher, la meuf Eastreach, elle était pas à fond dedans non plus, elle a dit que c'était pas l'univers qui la faisait kiffer mais c'est une opportunité professionnelle intéressante pour elle. Bref, en fait avoir des showrunners qui sont là pendant des années et des années, alors là Rings of Power ça va être 10 ans aussi, parce qu'ils font 5 saisons minimum, c'est contractuel pour le coup, et ensuite bah ils vont peut-être changer de showrunner encore une fois après la 3e, après la 4e, qui sait, on verra bien, et surtout vous vous rappelez encore une fois, certes pas des showrunners parce que vous connaissez rarement leur nom, mais dans ces séries-là, vous vous rappelez même pas des acteurs, même pas des duos. Allez, peut-être Henry Cavill, on s'en rappelle, parce que Geralt, il y avait un buzz, un acteur connu, c'est peut-être l'un des acteurs les plus connus de ces séries en combiné, avant évidemment Sean Bean de la première saison de Game of Thrones, mais les autres c'était vraiment des nouveaux acteurs plus ou moins. Il y avait un truc, mais sinon vous vous rappelez rarement de scènes de The Witcher, de La Roue du Temps, des Anneaux de Pouvoir, c'est un désastre à quel point on se rappelle de rien de cette série, c'est moins complexe, c'est beaucoup moins bien rythmé, t'as envie de skip des intrigues dans ces séries-là, sauf Game of Thrones où c'est quasiment bon tout le long quoi. Donc c'est la licence aussi qui aide à mettre en avant la qualité, parce que bah il y a plein de bouquins, c'est une œuvre de qualité de base, mais bah faut aussi avoir des gens impliqués en termes d'acteurs, de scénaristes, de showrunners, sinon ça le fait pas quoi. House of Dragon, bah oui, il souffre de ça, c'est moins bien écrit, il y a moins un focus sur certaines choses intéressantes, ça a souffert encore une fois du Covid, de la grève des scénaristes, de la grève des acteurs aussi évidemment, ça a souffert de plein de choses House of Dragon, on est d'accord sur ça, l'embrouille avec George R. Martin, bref, c'est moins bien, mais ça reste bien, hein, disons les choses, comparé à d'autres séries dans le monde, des séries, ça reste quand même très très bien, mais même si t'as tout, le scénario, t'as les acteurs, t'as tout, bah il faut littéralement avoir des bons réalisateurs, et les réalisateurs, bah en fait, ils ont pris des gens, encore une fois, talentueux, ambitieux pour gérer des moments intimes encore une fois mais aussi gigantesques quand il fallait. Il y a beaucoup de réalisateurs de Game of Thrones qui sont respectés aujourd'hui, qui ont fait des choses, ils ont fait des films de studio pour Hollywood et des films à 200 millions par exemple, et c'est pas le cas de beaucoup de réalisateurs de séries qui en général font que la série, mais ils étaient tellement marquants avec Game of Thrones qu'ils ont fait des films par exemple. C'est grâce à eux, ces moments chocs, ces moments émotions marquants, surtout qu'en fait c'est devenu un phénomène culturel assez rapidement, aussi grâce à la mise en scène, grâce au scénario, et c'est pas juste de la télévision. C'est HBO, c'est littéralement le slogan de la marque. Ils font des choix cohérents tout le long, ils sont efficaces. Je veux dire, la première saison de Game of Thrones, c'est 6 millions par épisode. Hein. C'est rien du tout. Genre, la première saison de Game of Thrones, alors sans l'inflation évidemment, ça coûte un épisode de la saison 5 de Stranger Things, pour vous dire. Et la dernière saison de Game of Thrones, en 2019, 2018, un truc comme ça, c'est rien du tout, quoi. En termes de finances, c'est 15 millions par épisode. C'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Donc ils sont vraiment efficaces. Pourtant, il y avait beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup d'actions, moins d'épisodes en plus de ça. Donc franchement, ils sont extrêmement forts par rapport à ça, quoi. Il y a que Apple qui sont aussi bons quand ils font genre de Foundation à 80 millions pour une saison. En 2022-2023, c'est fort. Mais là, HBO, on peut dire ce qu'on veut, ils sont extrêmement efficaces. Ils vont jamais balancer des dizaines de millions de dollars sur des épisodes à la Netflix ou à la Amazon. Amazon, Seigneur des Anneaux, c'est 58 millions par épisode. Alors évidemment, c'est avec les droits. Si on enlève les droits, c'est 25 millions par épisode pour la première saison. À titre de comparaison, La Roue du Temps, c'est 15 millions. Et House of Dragon, c'est 20 millions. Donc en termes d'efficacité, même la série avec le plus d'effets spéciaux de l'histoire d'HBO, donc House of Dragon, c'est que 20 millions. Ça reste moins que Les Anneaux de Pouvoir, quoi. Et je crois que la série Dunk and Egg, c'est 15 millions aussi. Un truc comme ça. Donc c'est pas mal du tout. C'est un peu plus cher, mais bon, voilà, tout devient plus cher, l'inflation, tout ça, c'est pas mal. Et c'est ça qui joue aussi, hein, c'est qu'en fait, Game of Thrones, bah oui, c'est adulte, c'est mature, c'est violent, il y a du sexe. C'est quelque chose qui est vraiment marquant parce que ça se rapproche plus de la réalité, de ce qu'on s'imagine un peu, on va dire, du Moyen-Âge de manière générale. Le monde semble vivant, authentique, les maquillages, les coiffures, encore une fois, la saleté, le nombre de figurants, d'environnements, de pays, de décors. Le réalisme, il aide, c'est vrai. Mais encore une fois, il y a plein d'autres trucs. Je veux dire, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu une musique mémorable dans une série télé ? Game of Thrones, hein, disons les choses, peut-être il y a du dark et des choses comme ça, mais globalement, musique instrumentale, un thème iconique qui a transcendé le concept même de série télé, c'est Game of Thrones. Ramin Djawadi, quand il fait Game of Thrones, c'est un truc de fou, ça marque pour toujours la musique de tellement de moments et tout, et bah oui, c'est génial, c'est généreux, tout le monde s'en rappelle. Quelle autre musique de fantasy pouvez-vous chanter ? Vous pouvez pas en fait, il y a que le Seigneur des Anneaux il y a 20 ans, ou il y a plus que ça maintenant, 26 ans. Donc voilà, il y a un moment, comment on fait ? Parce qu'en fait, HBO, ils sont sérieux, ils font leur taf. Et encore une fois, quelle autre série de fantasy vous a marqué ces 26 dernières années ? Alors avec Game of Thrones, c'est la résurrection des séries de fantasy, parce qu'avant, il n'y avait pas le budget, pas les effets spéciaux pour la télé. Maintenant, ça existe. Mais quelle série vous a vraiment marqué ? Les Anneaux de Pouvoir ? Non, c'est pas devenu un phénomène culturel. Ça n'a pas marqué les gens. Quel est l'impact culturel des Anneaux de Pouvoir ? Il n'y a pas. La saison 2, personne ne l'a vu. Là où Game of Thrones, ça a augmenté de saison en saison, c'est devenu de plus en plus un phénomène. La Roue du Temps, c'est annulé.
The Witcher s'est annulé au bout de la 5e saison, ils vont même pas finir les bouquins. Donc Game of Thrones est quand même une anomalie. On va voir, hein, peut-être avec Baldur's Gate, ça va être un four, hein, on verra bien. Mais HBO, ils ont la sauce, quoi. HBO, ils ont toujours compris comment faire. Là, Night of the Seven Kingdoms est la preuve qu'ils savent faire. On verra House of the Dragon là en juin. Je pense que ça peut être très très bien, moi, à titre personnel, hein, même si ça peut être décevant par rapport au bouquin et tout. Mais en tout cas, HBO sont sérieux. Ils comprennent comment ça fonctionne. Ils sont vraiment impliqués dans ce genre d'univers. Et personne d'autre a réussi à avoir une série de fantasy qui a de la gueule et qui est bien depuis l'histoire de la télévision, quoi. Il n'y a qu'une chaîne qui a réussi ça, quoi. Parce que, oui, il y a un truc historique avec toutes les explications que j'ai données ici, mais c'est pas pour rien. Tout le monde veut rattraper Game of Thrones. Toutes les séries que j'ai citées là, Netflix, Amazon et sûrement Apple vont bientôt arriver avec ça. Bah, Apple, ils préparent, hein, avec les bouquins là, de Sanderson, ils vont faire leur Game of Thrones à eux. On verra si Apple ont de la gueule. Moi, Apple, je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'Apple va avoir de la gueule, je pense qu'ils vont bien arriver. Mais Apple, je leur fais confiance. HBO, je leur fais confiance. Mais voilà, regardez les séries de fantasy, laquelle est bien? Non mais sans déconner, posez-vous la question, laquelle est vraiment bien? Laquelle n'a pas essayé de courser derrière Game of Thrones? Ces séries-là, c'est 10 ans après Game of Thrones, elles essaient de remplacer Game of Thrones, et les seuls qui ont réussi à remplacer Game of Thrones, c'est HBO, avec du nouveau Game of Thrones, quoi. Donc à partir de là, rendez-vous compte à quel point ils dominent. Qu'on aime ou pas toutes les saisons, qu'elles soient imparfaites et tout, ils dominent. Non mais sans déconner, en live action, qui a réussi à rivaliser avec Game of Thrones? En animation, ok, des Arcanes, des Avatars, le dernier maître de l'air, mais en live action, pour de la vraie fantasy, qui arrive à faire ça, quoi? Outlander, ça n'a pas du tout la même gueule, c'est un peu différent. Avec des trucs comme Supernatural, His Dark Materials, ça c'était pas mal aussi, mais ça n'a pas eu énormément de succès, ça n'a pas marqué le monde. Sandman de Netflix a été annulé, vu les problèmes, vu le manque de succès, et Sandman c'était pas très très beau. His Dark Materials, ça allait, il y a des trucs impressionnants et tout, mais bon, c'était pas non plus toujours génial, et c'était aussi un peu générique. Faudrait que je finisse, j'ai vu qu'une saison et demie, presque 2 je crois. En tout cas ouais, il y avait du potentiel, mais ça a jamais atteint le niveau, je trouve, de Game of Thrones. Il y avait Good Omens, par exemple, j'ai noté aussi, il y avait la vieille série Merlin là sur BBC qui était ok, mais c'était voilà un peu cheapos aussi, quoi, disons les choses. On pourrait dire que Stranger Things c'est un peu plus ou moins pareil, un peu de fantasy, SF et tout. Bref, qui a fait mieux que Game of Thrones? La réponse est personne. Qui arrive à rivaliser avec Game of Thrones? La réponse est personne aussi, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'en fait, il faut la concurrence, il faut des gens qui arrivent à faire mieux Game of Thrones ou rivaliser avec HBO. Ils vont sortir encore plus de spin-off de Game of Thrones, ils vont sortir Baldur's Gate. Apple, est-ce que Apple seront les sauveurs? Ça sera pas avant 2028, voire 2029 avec l'univers de Sanderson. Donc on va voir ce que ça va donner, s'ils y arrivent. En SF, ils sont pas mal. For All Mankind, avec The Foundation évidemment, même si c'est pas des phénomènes, parce qu'Apple c'est moins connu. Ils tentent des trucs, quoi. Mais là, Game of Thrones, la fantasy, ils dominent. C'est la suprématie HBO. Et puis, il n'y a rien à faire, quoi. Ils sont beaucoup trop forts. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord? Pas d'accord? Je sais qu'il y a des gens qui vont aimer les séries que j'ai citées, bien sûr. Je dis pas qu'il faut pas les aimer. Je dis juste que, soyons objectifs. À côté de GOT, c'est à côté de la plaque, quoi. J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles sur la plateforme de podcast. Et en même temps, j'ai un compte TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.